regarde la forme et le fond. Sur le plan de la forme, c'est une très belle performance. Elle est absolument incroyable. C'est-à-dire vous avez vu à quel rythme elle parlait, probablement parce qu'elle voulait dire le maximum de choses en un temps qui était limité, mais toujours est-il qu'elle a quand même en elle, si vous voulez, une force de persuasion absolument incroyable. Elle est, on peut dire, c'est quelqu'un qui est fort. Alors, est-ce que les chefs d'entreprise, eux, peuvent se laisser impressionner comme beaucoup d'électeurs le sont à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'elle a une capacité de conviction qui est assez étonnante. Sauf qu'il y a aussi le fond, et que pour des chefs d'entreprise qui sont compétents, qui connaissent les enjeux économiques, qui savent à quels problèmes ils sont confrontés, qui ont quand même regardé les différentes solutions qui sont proposées, ils ne sont pas forcément obligés d'être convaincus à l'issue de la prestation de Marine Le Pen. Parce qu'elle dit des choses, vous savez, elle affirme avec tellement de conviction, puissance, de conviction qu'on peut croire, mais simplement, elle dit souvent, c'est très simple. Quand on lui pose, mais comment est-ce que vous allez faire pour que les taux soient... Eh bien, c'est très simple, elle dit toujours, il n'y a qu'à baisser, et croyez-moi qu'on a les moyens d'imposer... Oui, il y a eu un échange assez savoureux. Voilà, on a les moyens d'imposer aux banques, on a les moyens d'imposer aux entreprises, on a les moyens de... On peut toujours... Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors ça, effectivement, pour tous les spécialistes économiques, ceux qui connaissent bien, ceux qui se penchent sur toutes ces questions, ils savent qu'il y a des choses qui sont complètement fantasques dans ce qu'elle dit. Si vous voulez, c'est pas aussi facile qu'elle ne l'affirme, c'est évident. Donc c'est ce simplisme qui peut marcher à l'égard de certaines catégories de la population, qui va peut-être pas marcher avec toutes les entreprises, même si elle a l'intelligence d'avoir une certaine cohérence, c'est-à-dire, comme elle dit qu'elle veut protéger les gens qui sont les moins favorisés, d'une façon générale, dans ses propositions politiques, dans les propositions économiques, elle fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle dit, je m'adresse aux petites entreprises. Elle l'a répété, les TPE, c'est vraiment les PME. ça, pour le coup, c'est qu'elle a... C'est cohérent. Elle a donné les règles du jeu dès le début, si je veux dire. Voilà. Pétri, c'est ça, c'est qu'elle est arrivée en disant, attendez, moi je vous préviens, je m'adresse aux TPE et aux PME. Voilà, et je m'adresse aux petites couches de la population, c'est pareil. Elle soigne son corps électoral, mais moi, ce que je trouve frappant, en l'écoutant depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un énorme paradoxe dans ce qu'elle dit. Elle dit la sortie de l'euro n'est pas automatique. Elle l'a redit dès le début. Oui. On va aller devant l'Union européenne, on va négocier avec l'Union européenne, et puis après on va faire un référendum. Donc ça n'est pas automatique. Mais c'est pas nouveau, ça, elle l'a déjà dit. Non, mais attendez, le paradoxe, il n'est pas là. Il est que si les Français disent demain, non, on reste dans l'euro comme ils sont en 70%. Tout s'écroule. Tout son programme n'existe plus. Tout le programme de protectionnisme intelligent, ce qu'on va faire à la Banque de France, le Made in France, le retour à la souveraineté, toute son argumentation... Ça, c'est une question qu'on lui pose pas, pour le coup, c'est vrai. Toute son argumentation explose en vol. Et elle fait quoi, Marine Le Pen ? Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on ne pose pas. Je trouve ça assez extraordinaire, en fait. On est dans une situation qui est complètement ubuesque. C'est-à-dire que si les Français disent non, on veut rester dans l'euro, Marine Le Pen présidente, elle plie son portefeuille et elle s'en va, quoi. Puis terminé. Voilà. Denis de Montpion, on a titré là en dessous, Marine Le Pen a-t-elle séduit les patrons ? Est-ce que vous diriez qu'elle a réussi cette orale ? Tout en nous expliquant si elle jouait gros ou pas, du coup, Marine Le Pen. On l'a dit, c'était une première. À la dernière présidentielle, on lui avait reproché un programme économique qui était quasi inexistant. Là, on ne peut pas nier que le programme économique est bossé, qu'on y adhère ou pas, mais en tout cas, il est travaillé. Absolument. Il y a beaucoup de choses, quand même. Voilà. Elle a très détaillé son programme. Alors, c'est vrai qu'elle est invitée par le MEDEF. Il ne faut pas perdre de vue que le MEDEF, c'est quand même 95% des adhérents qui sont quand même des TPE, PME et ETI, entreprises de taille intermédiaire. Ça fait du monde. Évidemment, elle n'est pas là pour les convaincre. Elle a déjà des gens dans sa roue, des chefs d'entreprise déjà dans sa roue. Il y a quand même des questions un peu pièges dans son programme. Par exemple, quand elle dit retour à la retraite à 60 ans, contre 62 aujourd'hui. Bon, très bien. Mais par ailleurs, et elle dit, ne perdons pas de vue que ce sera 40 ans d'annuité. Donc, tout le monde pourra partir à 60 ans, mais quelqu'un qui n'a pas ces 40 d'annuité, eh bien voilà, il aura une retraite très bas de gamme et tout ça. Et dans quelques années, c'est 43 ans. Voilà. Donc là, il y a comme ça, il y a pas mal de hiatus dans ce qu'elle expose, mais c'est vrai qu'elle a une force de conviction d'abord en son propre programme, de persuasion. Et puis, par exemple, quand elle parle du protectionnisme intelligent, elle
non pas, elle ne revient pas, mais en tout cas, il y a une résonance avec le fameux décret Montebourg, que Arnaud Montebourg, quand il était ministre de l'Industrie, ou du redressement productif plus exactement, avait donc fait valoir, et qui a servi ensuite pour éviter que les chantiers navals tombent dans des mains chinoises, etc., etc. Donc, il y a déjà un dispositif qu'elle reprend à son compte, en l'accentuant un peu, et ça évidemment auprès des chefs d'entreprise, c'est ça a bon une certaine résonance. Allez-y, François-Xavier. Non, ce qui est amusant aussi, c'est que effectivement, dans sa façon d'exprimer les choses, elle les présente comme si elle allait régler les problèmes. Elle a dit on n'a absolument pas fait ce qu'il fallait faire en matière d'économie. Alors elle cite la fraude fiscale, la fraude sociale, ok, le coût de l'immigration, ok, le coût de l'Union européenne. En fait, dans ce qu'elle cite, il n'y a pas un sujet de réforme structurelle, fondamentale de l'économie française. En revanche, quand on regarde son programme, c'est l'inverse. Elle dépense sans compter. J'ai juste listé un certain nombre de choses, des promesses, l'augmentation de tout ce qui est autour de la sécurité, les prisons, l'armée, etc., la prime pour le pouvoir d'achat, la salve de baisse d'impôts sur le revenu, moins 10% sur les premières tranches, sur les entreprises, elle en a parlé là, le retour à la retraite à 60 ans, c'est juste 30 milliards de dépenses, la privatisation, la nationalisation des autoroutes, c'est des milliards. Et tout ça, elle finance en luttant contre la fraude, et tout ça, si vous voulez, c'est... En gros, 180 milliards de dépenses. Financées comment, donc ? Elles ne sont pas financées du tout. Donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle dit, vous allez voir ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir, on va tout faire ce qu'il faut faire pour faire des économies qu'on n'a jamais faites. Oui, et en plus... En réalité, c'est l'inverse qu'elle propose, quoi. Et elle dit, texto, je n'entends pas briser les règles fondamentales du régime de protection sociale conventionnelle. Donc, elle veut garder notre fameux modèle social parce qu'elle sait que c'est ce qui effraie les Français. On l'a bien vu avec le programme de François Fillon au début, quand on a dit, attention, notre modèle social. Et la réponse de la gauche, d'ailleurs, de l'ensemble des programmes de la gauche, en disant, attention, notre sacro-saint modèle social français. Donc, elle veut le conserver, mais le problème, c'est qu'elle dit pas comment. C'est qu'elle dit pas comment, puisqu'effectivement, on n'a plus les moyens. Et avec les dépenses nouvelles qu'elle veut faire, on ne voit pas comment elle peut y arriver. Alors sur quoi elle pourrait être patrono-compatible, si j'ose dire, sur justement l'histoire du protectionnisme intelligent, sur... Parce qu'il y a quand même des patrons d'entreprise qui votent pour elle. Hein, donc, elle est sur des mesures techniques, c'est-à-dire la baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est patronal compatible. Quand elle dit qu'elle va alléger tout ce qui est normes, tout ce qui est charges, tout ce qui est tracas administratifs, elle a forcément... Elle ramasse un peu à ce moment-là. Oui, elle ramasse... La loi sur les délais de paiement, par exemple, c'est les délais de paiement, bien sûr, j'allais dire, qui sont mortes de ça. Donc il y a plein de petites choses comme celle-là, qui d'ailleurs sont adressées, vous remarquerez, essentiellement effectivement aux TPE, aux PME, aux petites entreprises. Il y a plein de petites choses comme celle-là qui... Après, quand elle dit, ce qu'elle disait tout au début, on ne fait rien pour l'industrie, moi je suis désolé, j'ai cherché dans son programme, mettre en place un plan de réindustrialisation dans le cadre d'une coopération associant l'industrie et l'État stratège pour privilégier l'économie réelle face à la finance spéculative. Ok, c'est pas franchement, ça veut rien dire, quoi. Donc, si vous voulez, dès qu'on rentre dans le détail, par exemple sur l'industrie, elle dit qu'effectivement il y a eu des emplois perdus en 10 ans, on a perdu 530 000 emplois dans l'industrie. Ce qu'elle oublie de dire, c'est que dans le même temps, il y en a eu 650 000 créés dans les services. C'est une mutation à laquelle sont confrontés tous les grands pays occidentaux face à l'Asie et face à la Chine. Voilà, c'est comme ça, quoi. Oui, elle dit, je trouve qu'elle a des arguments. Par exemple, quand elle dit je vais couper le robinet de toutes les mauvaises dépenses. Ça peut plaire aux entreprises qui dénoncent très très souvent les tracas administratifs et leurs coûts, si vous voulez. Alors ça, effectivement, ça fait ceux qui s'intéressent à l'économie depuis longtemps le savent. Ça fait des années et des années qu'on parle du choc de simplification, qu'on va cesser de tracasser les entreprises avec les normes, etc., ce qui coûte de l'argent. Alors ce discours-là, je pense qu'il y a des entreprises, et en particulier effectivement les chefs d'entreprises moyennes et tout ça, qui n'ont pas beaucoup les moyens de se défendre contre tout ça et d'y répondre, ça peut être séduisant. Et exactement comme quand elle dit, je vais mettre au pas les banques. Depuis combien de temps on entend dire les entreprises se plaindre des banquiers? Mais alors pour le coup, sur l'histoire des banques, Hélène, pardonnez-moi, mais alors quand elle dit je vais mettre au pas les banques et qu'on lui demande comment vous allez faire, elle répond pas. Elle dit j'ai les moyens, elle dit.
Ça fait un peu. Attention, j'ai les moyens. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte des éléments de régulation européenne. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte du refinancement qu'ont les banques nécessaires sur les marchés. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte des règles prudentielles qui sont mondiales maintenant. Enfin, on va parler des marchés dans une seconde, justement. Simplement là-dessus, sur tout ce qu'on vient de dire, Denis Dompion. Non, et là, c'est pareil, quand elle dit que le crédit impôt recherche doit être rebasculé vers les entreprises de taille intermédiaire, en effet, là, elle leur parle directement, quoi. Elle est très concrète là-dessus. Mais quand on l'écoute, en tout cas, il y a une question de philosophie qui est très profonde, en fait. Elle, on voit bien, il y a, d'ailleurs, je crois que la dernière intervenante, la dernière chef d'entreprise, lui a dit, il y a une espèce de retour en arrière d'une France idéale qui était, je sais pas, la 5e puissance mondiale, etc., qui rayonnait, et donc elle tente de faire croire que le retour à cette France du passé est possible. Et ça, parce que c'est la première fois qu'elle bâtit un programme économique. En fait. C'est assez fort. Mais elle s'inscrit en cela contre les déclinistes qui pensent que la France est à bout de souffle, qu'elle est, comme disait Houellebecq, une puissance moyenne. Quoi. Elle pense qu'au contraire, ce pays a absolument toutes les... Voilà, toutes les ressources pour redémarrer, aller conquérir de marchés. S'il le faut d'ailleurs, elle a longuement détaillé les rapports France-Afrique en disant voilà, la France doit retrouver sa place privilégiée dans ce dialogue avec ce continent. Et là-dessus, il y a incontestablement une résonance dans l'électorat, quoi. Qui est assez nouvelle d'ailleurs. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est quand même une très très grande cohérence entre son programme général et le programme économique. C'est-à-dire, le programme économique, là, on l'a entendu pendant une heure, elle joue les petits contre les gros. C'est-à-dire les petites entreprises qui, en nombre, sont peut-être pas, enfin si même en termes d'emploi, mais quand même en nombre, sont infiniment supérieures aux grandes entreprises. Donc c'est très important pour elle au niveau de l'électorat, du ratissage politique. Donc les petites entreprises qu'elle veut absolument protéger contre les grandes. Et pourquoi ? Parce que les grandes sont synonymes de mondialisation et de succès dans la mondialisation. Parce qu'on sait bien que ce sont les grands groupes qui s'en sortent parfaitement bien au niveau fiscal, au niveau des marchés extérieurs, évidemment. Donc elle dit, vous voyez, les grands groupes... Oui, sauf qu'elle parle de négociation par branche et pas de négociation par entreprise, pour le coup. Et là, elle s'est fait un peu rattraper par un des intervenants. Là, elle s'inscrit en faux contre Macron, puisque la loi El Khomri, mais qui était quand même une loi conçue en grande partie par Emmanuel Macron, c'était ça. C'était, voilà, on négocie au sein des entreprises, on laisse aux entreprises le choix de décider du temps de travail, etc. Là-dessus, elle est... Et là-dessus, elle est en position totalement opposée. Et puis, elle n'apporte pas, je trouve, la preuve de ce qu'elle met en avant. C'est-à-dire que, par exemple, la souveraineté, le retour à la souveraineté qui rejoint, vous avez parfaitement raison, toute son idée, tout son programme, etc., la souveraineté nationale. On va redonner à la France sa souveraineté. C'est la France, aujourd'hui, ça représente 3% du PIB mondial. L'Europe, 25%. Est-ce qu'on négocie plus facilement quand on représente 3% ou 25%? L'Europe est allée discuter contre Apple, contre Google sur les problèmes de fiscalité européenne. Est-ce que la France toute seule a les mêmes moyens d'aller discuter contre Apple et contre Google sur la... Elle dit que oui, hein. Elle dit qu'il faut des négociations one-to-one. Ok, lesquelles? Mais oui, mais c'est quoi la contrepartie? Elle dit le modèle européen s'écroule, donc on est plus fort en étant une nation. Mais sauf que justement, c'est tout le sujet. Est-ce qu'on est plus fort en représentant 3% du PIB ou en mondial ou en représentant 25%? Est-ce que la France, moi, Français, je suis plus fort tout seul contre la Chine que l'Europe contre la Chine? Alors là, qu'elle m'apporte la preuve, quoi. Je veux dire, quels sont les éléments? Quand elle dit qu'elle a tous les économistes avec elle, c'est archi faux. C'est complètement faux. On a beaucoup parlé... qui parlent, mais voilà, mais c'est sur les difficultés, les problématiques de l'euro. C'est vrai que l'euro n'est pas idéal et que l'euro a posé des problèmes, et pose des problèmes. Mais je veux dire, est-ce que le retour au franc... Elle oublie aussi de dire que pendant que le franc était franc, si je puis dire, c'était un franc qui était complètement arrimé
aux marques allemandes. Et donc là, je veux dire, demain, c'est dévaluation c'est le franc arrimé à l'euro. Enfin, je veux dire, pourquoi le franc serait tout d'un coup la monnaie la plus puissante du monde? Je voudrais qu'on reparle des marchés, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, François-Xavier, mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on avait commencé à entendre dire que ça y est, les marchés avaient intégré le risque Marine Le Pen, enfin, en tout cas, anticipaient le risque Marine Le Pen d'une présidente du Front National qui gagne la présidentielle en France. Donc les marchés étaient très fébriles. Est-ce que c'est toujours le cas? Comment ils se comportent? Non, ça c'est un peu... Alors, je vais vous dire, là-dessus, il y a une chose qui est intéressante et qui, je pense, a un peu calmé les esprits, c'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Vous voyez en ce moment Wall Street qui, dans un premier temps, a applaudi à l'élection de Donald Trump. L'America First plaisait beaucoup au monde du business américain et volait de record en record jusqu'à ce que Donald Trump se trouve confronté à ses premières difficultés, notamment le ratage sur l'Obamacare, qui montre qu'en réalité, tout ce qu'il avait mis sur la table en termes de propositions, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. C'est-à-dire les baisses d'impôts, le plan d'investissement de 1 000 milliards aux États-Unis, etc. Les marchés se sont rendus compte que finalement, même élu, Donald Trump n'allait pas forcément faire tout ce qu'il allait. Voilà. Oui. Alors, je vais vous dire, c'est encore plus le cas, si je puis dire, vis-à-vis de Le Pen. Donc, je pense que là-dessus, il y a ce qui est vrai, c'est qu'il y a une interrogation des investisseurs internationaux quand vous discutez aujourd'hui avec des chefs d'entreprise ou même des politiques, ils vous disent la première question que posent les investisseurs internationaux sur la France, les gens que vous rencontrez à l'international, c'est est-ce que Marine Le Pen peut être élue? Beaucoup plus que nous, paradoxalement. Ah oui. On a beaucoup plus peur à l'international de ça, par exemple, oui. En Allemagne, aux États-Unis, etc. Parce qu'il y a eu Trump, parce qu'il y a eu le Brexit, etc. Alors. Donc il y a une tension qui est beaucoup plus forte. Mais pour l'instant, sur les marchés proprement dit, au jour le jour, si je puis dire, ça s'est plutôt calmé. Et d'ailleurs, le Brexit avait eu le même effet. Il y a eu quelques prises de bénéfices quand le Brexit a été voté, à la surprise générale. Et puis, très vite, les investisseurs se sont accommodés de la situation. Aujourd'hui, Theresa May va envoyer, demain, elle va envoyer sa lettre pour dire voilà, article 50, on sort. Maintenant, c'est efficace, c'est effectif plutôt, on sort de l'Union européenne, mais ça n'a pas d'incidence véritablement sur les marchés. Les investisseurs sont ailleurs. Puisqu'on parle de Marine Le Pen, je vais vous donner le dernier sondage, c'est un sondage OpinionWay. Elle est en tête, donc à 26, elle ne bouge pas, 26%. Emmanuel Macron ne bouge pas non plus, 24%. François Fillon ne bouge pas, 20%. Bon, comme ça, voilà. En revanche, pour le deuxième tour, je le découvre en même temps, c'est pour ça. Deuxième tour, Emmanuel Macron battrait Marine Le Pen, 62-38. Fillon 58-42 dans le cas où il serait au deuxième tour. Il y a eu un autre sondage qui était intéressant en début de semaine. OpinionWay toujours pour Europe 1. 41% des patrons estiment qu'aucun des candidats n'est à leur écoute. C'est important, ça c'est beaucoup. On pensait qu'Emmanuel Macron était le candidat des patrons. Manifestement, non. Le vote des patrons, il représente quoi, Denis de Montpion? Vous voulez dire par rapport à l'électorat? Le gâteau, quoi, oui. Le gâteau. Parce qu'ils y vont, alors pas tous. J'ai pas de chiffre précis sur mais ils y vont quand même tous devant, quasiment tous, pardon, devant le MEDEF, là. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, c'est la première fois que le MEDEF organisait d'ailleurs une séance de ce type avec tous les candidats qui acceptent d'y aller en personne. Il y en a que 2 qui, pour le moment, ont réservé leur réponse, ou plutôt ils voulaient envoyer un second couteau, c'est Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Donc ils n'ont pas voulu y aller eux-mêmes. Non, ils n'ont pas voulu y aller eux-mêmes, mais bon, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, on le voit bien dans ses discours, il considère que l'économie, c'est uniquement les grands groupes, quoi. Il y a quand même un tissu économique et social très important. Juste une chose, je pense que les patrons observent une méfiance générale à l'égard de toute la classe politique et de tout ce qui leur est proposé. Depuis le temps que je suis journaliste, ça fait vraiment des années où on entend à tout moment, sous tous les gouvernements, quelle que soit leur coloration politique, les patrons se plaindre en fait des dirigeants en disant qu'on ne s'intéresse pas à eux. Ils ont ce sentiment de n'avoir jamais en face d'eux des interlocuteurs capables de les écouter. Pourquoi ? Parce que les politiques, ils le disent tout le temps, sont prisonniers du modèle social, sont prisonniers des exigences de la population et n'osent pas aller contre ce que demandent, si vous voulez, tous ceux qui bénéficient de la protection sociale en France, contre l'intérêt des patrons. Je pense les patrons, c'est peut-être compliqué de mettre tous les patrons dans le sac. Je crois que ce sont aussi les politiques qui mettent à un moment donné le sujet ou pas sur la table. Regardez ce qui s'était passé en 2012, c'était quand même François Hollande à Florange. Enfin, je veux dire, il y a quand même l'industrie était une thématique. Aujourd'hui, l'industrie, plus personne n'en parle. Mais même l'emploi qui est quand même le sujet phare des Français,
On n'en a pas beaucoup parlé là. Parce qu'on a des sujets qui ont été très... On va rejoindre Julien Arnaud qui est là-bas, qui a écouté donc Marine Le Pen, qui écoute tous les candidats depuis ce matin. D'ailleurs, François Fillon vient d'arriver. Julien Arnaud, un mot de l'ambiance peut-être. Ça applaudit timidement à la fin de l'intervention de Marine Le Pen. Oui, bien écoutez, il y a eu des applaudissements au début comme à la fin de l'intervention de la présidente du Front National, Marine Le Pen, 1 heure sur scène. Alors vous l'avez suivi en direct sur LCI, elle a beaucoup lu ses notes à la tribune, au pupitre lors du propos liminaire. Eh bien, elle a été très très rapide et elle a encore continué à chercher des notes, des éléments lorsqu'elle répondait au chef d'entreprise qui l'interrogeait sur scène. Et ça contrastait beaucoup avec le candidat qui l'a précédé, en l'occurrence Emmanuel Macron. Et à la sortie, concernant Emmanuel Macron, eh bien certains ont dit oui, regardez, il est bien de gauche. D'autres disent on aurait aimé qu'il aille un petit peu plus à droite. Donc c'était plutôt mitigé. Concernant, pour revenir à Marine Le Pen, là aussi on l'a vu sur la défensive, parfois à l'offensive. Et même dans la salle, il y a eu des questions qui sont allées chercher la présidente du Front National. Première fois qu'elle venait ici devant le MEDEF. Pour vous raconter totalement les coulisses, il n'y a pas eu de poignée de main entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se sont évités. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, lui n'a pas entendu la fin du discours d'Emmanuel Macron ni le début de Marine Le Pen, car il met en marche des négociations au siège du MEDEF dans le 15e arrondissement sur l'assurance chômage. Et à l'instant, eh bien c'est François Fillon qui vient d'arriver. C'est François Fillon qui vient d'arriver. Et dites-moi simplement, Julien Arnaud, vous avez pu discuter avec quelques patrons après l'intervention de Marine Le Pen ou pas ? On n'a pas pu discuter avec des patrons parce qu'ils étaient tous dans la salle et moi j'étais à l'extérieur pour bien avoir l'image de l'arrivée du candidat Les Républicains. Mais ce qu'on pouvait entendre chuchoter, murmurer quand elle s'exprimait, certains disaient ah ben va pas assez loin, c'est pas du tout cela qu'il faut faire. Ou quand cette chef d'entreprise prend le micro dans la salle et qu'elle lui dit moi j'ai rien trouvé dans votre programme sur l'immobilier, sur le neuf, la construction. En fait ce que vous voulez construire c'est une ville du passé et non pas de l'avenir. Ce qui a eu tendance à énerver sérieusement Marine Le Pen à la tribune. Merci beaucoup, merci Julien Arnaud. C'est vrai qu'elle était pas mal sur la défensive Marine Le Pen. Faut dire, Denis de Montpion, qu'elle jouait quand même en terrain miné a priori. Je ne sais pas si elle jouait en terrain miné, mais en effet, c'était pour elle une première. Bon, elle n'a jamais été non plus très à l'aise sur les questions économiques. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la première fois qu'elle détaille autant un programme. Et effectivement, elle avait peur. D'ailleurs, elle avait ses notes. Et donc, non pas qu'elle... On la sentait un peu tendue quand même. On la sentait tendue. Oui, mais enfin, elle est toujours, on l'a bien vu dans tous les bas, elle est toujours très à l'offensive quand même. C'est un peu son tempérament quand même. Un peu tête dure. On peut se demander si c'est elle qui a écrit effectivement le programme. A priori non, mais d'ailleurs elle le dit. Elle le dit. Elle l'a lu à une vitesse record, comme si elle dominait pas le sujet. Parce que quand vous maîtrisez très très bien un sujet, vous savez, dans les oraux des grands concours, les jurys le savent très bien. Ceux qui maîtrisent leur sujet n'ont pas besoin de lire, n'ont pas besoin de rentrer dans les détails. Ils ont besoin de bien définir et de démontrer les grands axes. Et c'est là qu'on voit la force de ceux qui dominent. Alors elle était d'une part à sa décharge déjà, c'était tout à fait chronométré et d'ailleurs très à l'heure. On peut saluer l'organisation du MEDEF. Et d'autre part, elle était peut-être pressée d'aller aux questions. Une énumération comme ça, à cette vitesse-là, avec autant de choses, bon, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais ça affaiblit, je pense, l'argumentation générale pour ce qu'on peut retenir de l'architecture générale du projet. Je pense que ça, c'est ça. Bon, alors justement, qu'est-ce qu'on en retient ? Il nous reste 2 minutes, François-Xavier. Qu'est-ce qu'on en retient ? À vous la synthèse. Sur la façon globale sur cet exercice de Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'elle a pu ramasser un petit peu ? Est-ce qu'elle a réussi cet oral-là ? Est-ce qu'elle a besoin de ce vote-là ? Alors, je pense qu'elle s'attendait à être moins bien reçue qu'elle ne l'a été. Ah, elle s'attendait à être sifflée, vous pensez ? Oui. Pas beaucoup contesté. Non, je veux dire qu'il s'agisse de la salle ou qu'il s'agisse même des questions sur même la dernière chef d'entreprise qui l'interrogeait lui disait à un moment donné mais vous avez raison, oui, etc. Donc je pense que son entreprise, si je puis dire, personnelle de séduction, d'entrer dans le monde classique de la politique jusqu'à présent, le MEDEF avait vraiment beaucoup de mal avec Marine Le Pen. Je trouve que là, il y a une évolution assez sensible. Et elle avait effectivement cette difficulté au début dans son programme, et c'est pour ça qu'elle l'a déroulé à toute vitesse. Exactement. Mais après, dans les questions, elle a très bien repris la main sur sa façon à elle de faire les choses. Et on n'a pas senti des chefs d'entreprise complètement opposés, déboussolés, agressifs, vindicatifs. Pas du tout. Ils étaient à l'écoute de Marine Le Pen, comme ils l'étaient probablement des autres candidats. Eh bien, écoutez, elle aura été traitée de la même façon que les autres, c'est-à-dire